Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. Aujourd'hui, on va parler des femmes dans la tech, qui est un sujet très important. Et j'ai en invité aujourd'hui avec moi Eliane Fiollet, qui est la cofondatrice du média Uber Gizmo. Alors, Uber Gizmo, c'est un incontournable, notamment ici aux US, qui est basé à San Francisco et qui existe depuis 2005. Comment vas-tu, Eliane ? Ça va, merci, très bien. La forme ? Oui, oui. Moi, je suis très heureux de... À la fin du CES. Ouais, c'est ça. Alors, pour tout vous dire, on est à Las Vegas tout de suite. On est le dernier jour du CES. Et puis, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour venir parler avec moi, justement, des femmes dans la tech. Alors, je voudrais, dans un premier temps, que tu puisses un peu te présenter, parce que je fais une présentation un petit peu courte, mais tu le feras bien mieux que moi. Qui es-tu, Eliane ? Bon, en fait, moi, de formation, je suis graphic designer. Bon, je vais m'excuser tout de suite, c'est que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, dans la Silicon Valley et San Francisco. Et donc, il y a beaucoup de mots qui ne me viennent plus en français, qui me viennent en anglais. Donc, je m'excuse auparavant auprès de tes auditeurs. T'inquiète pas. Pour le franglais. Donc, j'ai une formation aux arts décoratifs, Okay. à la fois à Strasbourg et aussi j'ai passé du temps à la Hochschule der Künste à Berlin. Après avoir fait un bac scientifique, donc j'ai quand même une appétence pour les technologies et les sciences. Et je suis arrivée dans la Silicon Valley en 2000. Où on fabriquait le Web 1.0. J'ai été embauchée par une société qui faisait du développement d'applications web 1.0. Et en gros, on développait principalement des CMS, Content Management System. En gros, on faisait des WordPress, quoi. C'est du WordPress avant WordPress. Ouais, c'est ça. Okay. Qu'on déployait pour des clients. Et moi, j'étais en charge de l'UX et du graphic design. J'étais art directeur là-bas. Donc tout ce qui est expérience, navigation et expérience visuelle. À l'époque, on disait UI, Okay. User Interface, qui n'est pas le même travail que le graphic designer. Et je faisais les deux. Et en gros, maintenant, on dirait UX, User Experience. Ok. Et depuis 2005, Uber Gizmo. Ouais, et en fait, j'ai cofondé Uber Gizmo en 2005 à Palo Alto, qui est une ville basée dans le nord de la Californie, dans ce qu'on appelle la Bay Area, et qui est considérée comme étant le début de la Silicon Valley, puisque c'est là-bas qu'il y a les venture capital les plus importants, sur Sand Hill Road, à côté de l'université de Stanford. Ok, autant dire que tu es une femme qui est là dans la tech depuis longtemps. Oui. Et donc, c'est un sujet, tu m'as dit, quand je t'ai proposé de faire ce podcast, tu m'as dit c'est un sujet qui me tient à cœur et qui m'intéresse. Mm-hmm. Alors, oui, parce qu'avant, en plus, en France, avant de quitter la France, j'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi. Ok. Voilà. Donc à 360 degrés, là, sur l'univers digital, on y est. Ouais. Ok. Alors, juste avant de parler effectivement des femmes dans la tech, tu es en plus cette année pour le CES juge au CES Innovations Awards. Ouais. Je suis un des 84 juges et j'ai compté sur le site internet, il y en a 14 qui, en fait, que j'ai identifiés comme étant des femmes. D'accord. Donc, en fait, 14 femmes identifiées parmi 84 juges, et dont moi. Ok. Alors, d'où la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la place des femmes dans la tech ? Elles sont bien représentées, sous-représentées ? Où est-ce qu'on en est en fait ? Ouais, en fait, moi, je vais pouvoir vous parler. C'est un sujet sur lequel je parle dans plusieurs conférences internationales. La dernière, j'ai été invitée à une conférence virtuelle entre le gouvernement américain et le gouvernement sud-coréen. Donc, j'ai un peu abordé le sujet récemment. Et en fait, ce que j'ai trouvé comme documents et comme études prouve que les femmes sont toujours sous-représentées, notamment, je parle du marché américain. Je n'ai pas regardé pour l'Europe, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Oui, il doit y avoir sensiblement les mêmes... Ouais. Okay. En fait, on est sous-représenté dans ce qu'ils appellent les STEM fields, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Okay. Donc en anglais, on dit STEM. Donc c'est comme ça qu'ils définissent le sujet. Et en plus, ça, visiblement, de ce que j'ai trouvé, le nombre de femmes a décliné depuis 1991. Ça, c'est surprenant. Oui. On a tendance à se dire qu'aujourd'hui, les choses évoluent, vont dans le bon sens, et en fait, non. Ça décline. Alors que le nombre d'emplois dans ce secteur-là a grandi de 79% depuis 1991. Oui, mais après, c'est une proportion. Tu me parles, c'est un nombre de pourcentage. C'est-à-dire que le nombre de postes a augmenté, mais la proportion est en fait plus proportion plus de femmes dans tout ce secteur-là, qu'ils définissent comme STEM, la proportion de femmes versus d'hommes a baissé depuis 1991.
Donc dingue. on n'a pas fait de progrès, quoi. On a des explications dans ce domaine-là. Pourquoi ? Une partie, c'est aussi qu'on a toujours. Il y a quand même une partie, c'est les stéréotypes. Hein, et puis moi, des fois, j'ai vu des choses se passer où, on pousse plus les petits garçons vers la technologie que les petites filles. J'ai vu même des femmes qui font ça avec leur fils versus leur fille. C'est-à-dire depuis le plus jeune âge, en fait, on est conditionné. Un peu, ouais. On conditionne les enfants. Ouais, on conditionne en plus, même, malgré, j'ai un copain qui est dans la tech. Une fois, sa fille, qui était, qui a une dizaine d'années, est revenue à la maison en disant que les garçons étaient plus intelligents que les filles, surtout pour la. Oui. Alors qu'à la maison, c'est pas du tout le discours qu'il avait, quoi. Okay. Au contraire. Donc il y a. Moi, j'ai été aussi témoin de ça. Parfois, j'allais à des briefings alors que ça faisait déjà très longtemps que je couvrais les ordinateurs. Un product manager qui m'a dit oui. Alors le processeur, tu sais ce que c'est ? Enfin. Parce que tu es une femme, en fait. Juste parce que tu es une femme, on se dit elle ne doit pas savoir. J'en sais rien, mais je ne peux pas le prouver puisque j'ai pas vu. Peut-être qu'il le faisait avec tout le monde. J'en sais rien, mais j'ai eu. J'ai eu le réflexe de me dire, pourquoi... Alors que je suis journaliste de tech quand même, c'est bizarre, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au conditionnement et aux enfants, parce que toi, tu es une fille, parce que là, je pense que je ne me trompe pas à peu près, mais tu as eu cette appétence pour la tech, donc ça prouve bien que sans conditionnement, je ne sais pas si c'était un conditionnement, comment tu le ressens, toi ? Par exemple, moi j'ai fait un bac scientifique, mais je me suis dirigée vers des études d'art, donc peut-être que, je ne sais pas. Oui, mais tu as bifurqué. Ouais, et en plus, moi, à mon époque, dans les classes de maths physique high school, au lycée, les proportions dans ma classe, on était 5 filles sur 30. Et c'était souvent cette proportion partout dans ce genre de classe scientifique. Alors maintenant, c'est un peu moins pire, je pense. Mais déjà, ça se voit, quoi. Ouais. Alors tu sais, moi je me pose une question quand je vois par rapport ne serait-ce qu'à mon audience, les audiences de YouTube, parce qu'on n'en parle pas du podcast, mais vraiment je regarde YouTube, je dois avoir 15% d'audience féminine. Donc je me dis quelque part, est-ce qu'il y a pas une appétence négative, mais en tout cas, est-ce que les femmes sont moins intéressées par le sujet de la tech de base ? Peut-être parce que étant plus petites, on les a pas emmenées sur ce sujet-là, c'est très, très clairement. Hein. Mais pour autant, on sent vraiment cette différence. Est-ce que tu as une idée là-dessus, toi, ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. Il y a sûrement, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas de réponse à ça. J'ai pas envie de me lancer dans dire oui, c'est ça, sans preuve. Moi, je suis très, comme on dit, data oriented. J'aime bien baser sur des chiffres. Mes opinions sur des faits et éventuellement, surtout sur ce sujet qui est assez quand même, qui peut devenir controversé. Où je n'aime pas prendre. Alors, je sais qu'il y a des stéréotypes négatifs, ça c'est sûr, je les ai vécus, donc ils existent. T'as des exemples à donner pour parce que j'imagine qu'il y a forcément des femmes qui vont écouter le podcast, des hommes. Quand c'était à mon époque, quand j'étais enfant, d'ailleurs, dans cette classe en terminale scientifique, j'avais résolu un problème de maths en utilisant les théorèmes géométriques qui ont été énoncés par les Grecs il y a 2000 ans, au lieu de le faire par la voie de la géométrie analytique avec des équations. Et les deux sont valides, puisque de toute façon, les équations traduisent, par exemple, la suite de démonstration par les théorèmes et les lois du triangle. Mais il y a un gars de ma classe qui a dit que ma démonstration était moins mathématique que la sienne, quoi. Et j'ai dit, mais non, c'est faux. Voilà, j'en sais rien. Après, j'étais au club d'échecs quand j'étais en 6e, j'étais la seule fille. Et je suis arrivée en finale et il n'y avait que des gars qui étaient dans l'audience qui hurlaient « Oh là là, vous avez vu la fille en finale ?» Ils étaient hystériques. Enfin, en plus, on utilisait le mot hystérique déjà pour les femmes. L'ambiance était tellement horrible que je ne suis plus jamais revenue. Alors que visiblement, les échecs, c'est un peu lié à ça. C'est un peu la même... Il y a un peu les mêmes stéréotypes. Moi, j'ai une copine, son père lui a dit non, les échecs ce ne sont pas pour les filles. Les filles jouent aux dames et les hommes jouent aux échecs. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses. Bon, après, moi, je suis d'une autre époque, mais
il y a toujours un peu ça, quoi. Tu penses que les stéréotypes ont effectivement la vie longue sur ce genre de choses, qu'on peut effectivement l'appliquer à la tech, mais qu'on peut appliquer effectivement à n'importe quel sujet, en fait, ici. Oui, c'est possible, oui, ou la finance peut-être, je ne sais pas trop. Alors après, éventuellement, il semblerait, j'avais été à une conférence sur les jeux vidéo et les game designers, qui sont des femmes qui sont très peu nombreuses, et donc c'était des game designers femmes, donc c'était une conférence d'il y a 10 ans dans la Silicon Valley, qui expliquait qu'elles avaient étudié les comportements des petites filles et des petits garçons avec les jeux vidéo. Et elles disaient, non mais les filles, est-ce qu'on dit, bon, les filles, elles aiment autant la violence que les garçons dans les jeux vidéo, mais seulement quand elles ont une fois, elles ont battu quelqu'un, vous savez, à Tekken, par exemple, il faut se battre, et qu'elles ont réduit en miettes leur adversaire, elles n'aiment pas le faire 50 fois. Alors que les petits garçons, 50 fois, ça les Ils aiment se mettre sur la gueule. Non, mais je ne sais pas, une fois qu'elles l'ont fait, qu'elles ont gagné pour les trucs comme ça. Ouais. Et aussi la façon d'apprendre, il semblerait que, et c'est aussi parce qu'on est socialisé de cette manière, elle disait, les petites filles, pour apprendre le jeu, elles observent. Il faut leur laisser le temps qu'elles observent comment on fait, il faut montrer comment on fait, démontrer. Okay. Les petits garçons, et en plus ça c'est aussi, ils aiment bien essayer, se planter, faire des erreurs et apprendre en faisant des erreurs. Seulement le problème c'est que le soupçon d'incompétence pèse beaucoup sur les femmes et la psychologie des femmes et des filles. C'est-à-dire que faire des erreurs, on va leur dire « Ah bah oui, t'es une fille, t'as fait une erreur ». Donc on a une espèce d'angoisse, je pense. Ça c'est parti de ce qu'elle disait, cette game designer qu'elle avait observé, étudié. Une angoisse de se planter, alors que les petits garçons, on les pousse à essayer et puis faire n'importe quoi, et ils font plein d'erreurs, et après ils apprennent, et eux, c'est pas grave. Ok. Il y a une socialisation qui est un peu comme ça, mais je ne voudrais pas m'avancer. Ça, effectivement, ça fait sens. Ça veut dire qu'on a de toute façon, et depuis le plus jeune âge, un conditionnement par rapport au sexe de l'enfant, par rapport au genre en tout cas. Les femmes et les hommes, les deux. Nous aussi, voilà, moi aussi, j'ai des stéréotypes contre les hommes. Oui, non, mais bien sûr, dans les deux sens. Ou même, j'ai des stéréotypes sexistes moi-même, parce que c'est tellement dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. Comme cette petite fille qui rentre chez elle, qui dit oui, elle déclare, bah oui, les garçons sont plus intelligents. Je ne sais pas d'où elle sort ça. On lui a dit, peut-être ses copains lui ont dit, j'en sais rien. Et alors que ses parents lui ont jamais raconté ce genre de choses, quoi. Je sais pas. Bon, on parle des femmes dans la tech, on parle bien évidemment, alors toi, tu es du côté média, on va parler aussi effectivement dans les sociétés, j'imagine dans des grandes boîtes, des géants du web, alors sans en citer aucun. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça ? Toi qui est là quand même depuis 2005 sur ce média-là, dans le milieu journalistique, milieu tech, on parle vraiment milieu tech, est-ce que tu vois à peu près la même proportion que ce qui est annoncé dans les chiffres? Il y a un problème. Enfin, le média, c'est un milieu assez particulier. C'est parce que depuis les 10 dernières années, la profitabilité des médias en ligne a chuté. De façon assez extraordinaire. Les prix de la pub en ligne ont chuté. Donc, les médias ont énormément de mal à être profitables, tous, quels qu'ils soient, des plus gros, comme on parlait, CNET, là, qui vient d'être vendu, je ne sais plus, au moins 10 fois moins que la valeur à laquelle ils avaient été rachetés il y a 10 ans. Et donc, les salaires des journalistes sont en chute libre aussi. Et donc, j'ai vu que, par exemple, moi, il y a 15 ans, j'allais dans un briefing à Game Developer Conference de NVIDIA, il y avait 100 journalistes, on était 2 femmes dans la salle. Bon. Mais par contre, à partir de 2012, par exemple, j'étais à un briefing de Samsung à CIS. Alors, du côté Samsung, il n'y avait que des hommes qui briefaient. Et de notre côté, journalistes, on a été une majorité de femmes. Et c'est la première fois que je voyais une majorité de femmes journalistes dans un briefing CIS. Je crois que c'était 2012-2013. Je ne peux pas dire de bêtises, pardon. Et à mon avis, ça va de pair avec quand les salaires sont faibles, il y a plus de femmes d'un coup qu'on embauche. C'est terrible de dire ça. J'ai l'impression. Je trouve ça terrible. Mais ça veut dire que s'il y a moins de salaire, c'est les femmes. Attention, je n'ai pas de preuves. Mais c'est en tout cas des choses que toi, tu as observées. C'est une observation. Souvent, on voit les secteurs qui sont à majorité féminin ou qui deviennent à majorité féminin. C'est des secteurs où les salaires sont moins élevés en général. D'accord. Genre, par exemple, la traduction, c'est beaucoup dominé par beaucoup de femmes. C'est pas forcément hyper payé, quoi. D'accord. Et du côté entrepreneuriat,
toujours liées à la tech, bien évidemment. Est-ce que tu vois quand même beaucoup de femmes à la tête de certaines boîtes ou à des postes clés? Bon, par exemple, dans les j'ai des chiffres là, sur les startups. On est en train de scroller sur le téléphone. Ouais, parce que j'ai... T'as beaucoup de data, je vois ça. Ouais, j'ai plein de data et je préfère quand même en donner quelques-unes qui sont significatives. Et tu as raison. Alors, par exemple, en 2021, la proportion de startups qui sont dirigées par une femme, Okay. donc dont au moins, enfin, je pense que c'est une fondatrice femme ou une cofondatrice femme, ils n'ont levé que 2,1% de tout du venture capital américain en 2021. D'accord. Donc seulement. C'est-à-dire que sur des levées de fonds, en fait, sur des boîtes pilotées par des femmes, il y a eu 2,1% de levées de fonds. C'est ça que tu me dis, en fait? Okay. Par des boîtes tenues par des femmes. Par une femme ou des femmes, enfin, ou que la fondatrice, il y a au moins, je pense, dans l'équipe de fondateurs, il y a une femme. Je pense que c'est ça. Ou sont dirigées par des femmes. Et même pour... Et alors là, j'ai un autre chiffre qui dit que les early stage seed funding, il n'y a que 11% de ce funding, c'est-à-dire je ne sais pas comment on dit en français. C'est un fonds d'investissement, tu veux dire? Ouais. Tenu par des femmes. Non, il n'y a que 11% de tous les fonds qui vont dans les startups, qui vont dans des startups qui ont des femmes fondatrices. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Quand on dit early stage, c'est-à-dire au début, c'est le seed, les premières étapes pour une startup. Premier investissement, parce que le venture capital, ça peut être une série A. Vous savez, il y a le seed, après il y a la série A, la série B, la série C. Donc mon chiffre d'avant, c'était tout le capital, le venture capital, le capital venture, on dit comment en français? On dit comme tu veux. Ouais. Moi, j'accepte tout. Excuse-moi. Et pour tout ce qui est early stage, c'est un peu plus, c'est 11%. Est-ce que des investisseurs ne vont pas faire confiance à des boîtes pilotées par des femmes? Il y en a peut-être pas, il y en a moins qui pitchent déjà. Il y en a moins qui pitchent. Et en plus, c'est vrai que... Alors, ils ont remarqué que, par exemple, aussi, il y a des boîtes, je ne sais plus qui a fait ça, ils essayent de changer leurs règles de pitching, les venture capital, en fait, ils ont remarqué que leur règle de montrer un slide deck devant des investisseurs qui sont souvent que des hommes quand c'est une femme, ça mène à de la discrimination inconsciente. D'accord. Et donc, sont passés. Et donc, il y a des venture capital, ils sont aperçus qu'ils ont mais ils font même pas exprès, quoi. C'est comme ça. C'est des biais, et donc, en fait. ils ont préféré passer par un système plus anonyme, qui sont uniquement basés sur des data. Et donc, où ils review les portfolios, le pitch deck, ils ne parlent pas à la personne et ils demandent qu'on leur envoie toutes les datas. D'accord, donc là c'est hyper factuel en fait. Ouais, et donc ils ont remarqué que comme ça, c'était, je ne sais plus qui c'est qui a essayé ça, je n'arrive pas à retrouver le truc. Aussi, sinon, il y a un autre système qui serait plus efficace que le truc standard où on va avoir des ventures capital dans leur bureau, on fait des slides, on leur montre une présentation de la start-up pour qu'ils nous donnent de l'argent. C'est aussi de faire des partenariats avec peut-être des incubateurs. Par exemple, le Founder Institute, ils font ça. C'est que eux, ils travaillent pendant 14 semaines avec des start-up. Et donc, pendant 14 semaines, ils apprennent tout de l'équipe fondatrice, comment ils se comportent, quel est leur produit. Ils leur font évoluer leurs produits. Et eux font la sélection. C'est basé sur 14 semaines de travail. Donc là, c'est beaucoup plus fin que juste quelqu'un qui présente des slides. Oui, des slides en un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, quand ils font ça, ils ont remarqué éventuellement qu'ils arrivent à sélectionner plus de femmes. Plus de femmes. Mais ils sont toujours en minorité dans les gens qui pitchent. Parce que le problème des startups, c'est que c'est très risqué. Il y a 95% des startups, plus de 95%, qui ne réussissent pas. Je ne connais pas le chiffre exact, mais vous voyez la proportion. C'est beaucoup. Et donc, les femmes, le problème, c'est que même dans le monde du travail standard, hors start-up, elles ont plus de problèmes à être embauchées que les hommes, surtout en technologie. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ah, ça, c'est très personnel comme point de vue. Justement, voilà, je vous ai donné des techniques que font les Venture Capital pour eux. Ils ont changé carrément leur façon de pitcher, justement avec ça en tête, pour recruter plus de femmes, parce qu'ils se sont aperçus que leur ancien système favoriser plus la non-sélection de femmes qui seraient talentueuses. Sinon, en termes pour la technologie, pour l'embauche, par exemple l'embauche des programmeurs, en général, c'est toujours ce qu'on appelle ici, c'est le traditional whiteboard interview. C'est-à-dire que devant d'autres ingénieurs qui sont souvent tous des hommes. Okay. Donc, ils nous posent une question de code et on doit résoudre une question de code devant un tableau blanc et au feutre, en live, devant eux. Il faut résoudre un problème de programmation devant d'autres ingénieurs. Et ils se sont aperçus que ça, c'était... déjà, quand on est une femme, on a souvent plus peur de présenter en public parce que de toute façon, on est jugé plus durement, mais même par d'autres femmes. Ça a été prouvé par d'autres études dans d'autres domaines, que les femmes jugent plus durement les autres femmes, le travail d'autres femmes, quand elles savent que c'est une femme. Okay. Donc ça, c'est un truc, c'est même... Les femmes le font, c'est carrément inconscient. Ouais. Mais c'est un constat de plusieurs études dans plusieurs domaines. Donc, ils ont ce qu'ils appellent développer un système de blind code review qui pourrait se traduire en français de anonymisation on fait un test à l'aveugle en fait. Du code. Donc en fait, je crois que c'est Slack. Vous savez, Slack, qui a utilisé ce système et ils ont réussi à augmenter la proportion de femmes de leurs ingénieurs de 5%. Avec ce système-là, où on ne donne pas le nom de candidat. Les reviewers, les ingénieurs qui sont chargés de juger le code ne savent pas ni le nom, ni le genre, ni la couleur des candidats. On se base sur des faits. C'est juste ils regardent le code qui sont envoyés. La compétence. Voilà, le code. Donc, sans avoir la personne qui est en train de le faire devant eux. Est-ce que c'est pas une lueur d'espoir, ça? Parce que le tableau qui est dressé, il est quand même un peu... Ils l'ont fait dans la musique classique, ça, vous savez. Ouais. Alors, dans la musique classique, ils sont aperçus que les instruments avaient un genre. Ah. Oui, et c'est-à-dire que pour certains instruments, alors je ne me rappelle plus quoi, je l'ai lu et j'en avais parlé dans un autre speech il y a très longtemps. Ils sont aperçus, alors je ne sais pas s'ils l'ont implémenté aux États-Unis ou ailleurs, mais que dans les grosses orchestres philharmoniques des villes où... ils avaient tendance à embaucher des hommes pour certains instruments et des femmes pour d'autres, et jamais bon. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les auditions, ils les ont fait passer derrière un rideau pour que justement que les recruteurs ne voient pas qui joue. D'accord. Parce que visiblement, ça a influencé leur décision de voir si c'était un homme, une femme, voilà. Et ça a marché. Et voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc la mixité, on n'y est pas en fait. Hein. On est très loin. Pour la technologie, non. Ouais. Je sais plus. Alors j'avais les chiffres de la STEM, là, le nombre du pourcentage de femmes. Alors. Il faut expliquer pour vous qui nous écoutez. Eliane a un document où tout est écrit en anglais, c'est rédigé, c'est pas du tout des slides, des points, donc pas évident d'aller choper l'info dedans. Ouais. C'est un exercice pas simple que je te demande aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que après, une fois que tu as trouvé l'info, il faut la traduire. Ouais, voilà. Pas évident. Mais on aime bien ce numéro d'équilibriste un peu. Ouais, c'est ça. Alors, Ah oui, alors maintenant, en 2015. En 2015. Les femmes représentent 47% de tous les emplois, toute industrie confondue aux États-Unis, mais seulement 25% d'emplois liés aux ordinateurs, computer jobs, liés, je ne sais pas comment. Ouais. Donc voilà. Et c'est moins que ça, visiblement, ce nombre a décliné depuis 1991, où peut-être qu'elles étaient... Alors, je n'ai pas le chiffre en 91, combien elles étaient, mais c'est moins qu'en 91. Et tu vois, c'est fou, parce que moi, je me serais dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une révolution sociale qui s'opère, tout doucement. Oui, attention, quand même, c'est mieux. Tout doucement. C'est mieux maintenant, quand même. Mais pour autant, là, les chiffres que tu annonces, c'est-à-dire qu'on voit une courbe inverse, en fait. Donc, depuis les années 90, bizarrement. Depuis les années 90. Je sais, et ouais. Mais bon, en 1970,
Elle n'était que 8% des employés, par contre, de tout le STEM. Science, Technology, Engineering, Manufacturing, en 1970. Donc ça, depuis 1970, c'est mieux. Mais pour spécifiquement tout ce qui est lié aux ordinateurs, parce que STEM, ça peut être la biologie, quoi. Enfin bon, ça a un peu décliné spécifiquement dans le secteur, je pense qu'on dirait nouvelles technologies, digitales, où il y a du code, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut avoir raison d'avoir un peu espoir pour que les choses s'améliorent dans le temps ? Ou est-ce que tu penses que ça va rester ? Est-ce qu'on peut se dire quelque part, et c'est peut-être très bête ce que je veux dire, attention, la tech c'est genré. Aujourd'hui ça l'est. C'est représenté par beaucoup d'hommes, c'est triste. C'est un triste constat. En fait, ça l'est encore, mais justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, et notamment, alors ce qui se passe en Californie, en particulier, je parle de l'État que je connais, il n'y a pas de ce qu'on appelle de congé maternité par la loi. D'accord. Il n'y a pas d'obligation ni de vacances payées, ni de congé maternité. Donc c'est à la liberté de chaque entreprise de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, mais le standard qu'on a, mais qui n'est pas imposé par la loi, contrairement à la France où je crois qu'il y a des lois sur les congés payés et tout ça. C'est 2 semaines de vacances en plus en dehors des holidays. En dehors des périodes de vacances, c'est 2 semaines de vacances que tu peux prendre. En dehors, c'est tout. C'est redoutable. Oui. Nous, on se plaint en France, 5 semaines. Mais on dit, après, avec l'ancienneté, il y a des gens, ils arrivent à 4 semaines. Mais ça veut dire qu'ils sont là depuis 10 ans. Eh oui. Voilà, bon. Et il n'y a pas... et les congés maternité, il y en a, mais c'est à la discrétion de chaque boîte. Et donc, par contre, il y a Google et les GAFAM, on dit les GAFAM, dont Google qui se sont aperçus récemment qu'ils perdaient de l'argent avec le turnover des femmes. D'accord. Parce qu'en fait... ils avaient un certain nombre, je ne sais pas ce qu'était leur politique de congé maternité, ils en avaient, mais ils s'apercevaient que quand les femmes tombaient enceintes, elles ne revenaient plus travailler chez Google. D'accord, mais parce qu'elles n'avaient pas de congé maternité en fait. Non, même si elles en avaient un peu, mais... Elles n'en revenaient pas. Non, beaucoup. Genre, je ne sais plus combien, j'ai oublié le pourcentage. D'accord. Et ils sont aperçus parce que Google, ils mesurent tout. Ils ont des datas sur tout, et ils sont aperçus qu'ils perdaient de l'argent avec ce problème. Parce que retrouver des employés qualifiés, parce que les employés de Google, c'est des gens très qualifiés, qui savent faire des trucs assez pointus, ils passaient énormément de temps à recruter des gens qui allaient remplacer ces femmes. Et ils se sont aperçus que peut-être, et ils ont calculé que ça leur coûterait moins cher de payer des congés maternité plus longs pour garder les gens qui sont talentueux, parce qu'aussi c'est pareil, quand on a des gens qui sont bons, c'est pas facile à trouver. Bien sûr. Et donc, tu sais pas, bon, donc c'est ça. Et donc, ils ont fait un truc et dernièrement, ils ont encore rallongé le congé maternité et ils ont vu que à partir du moment où ils ont fait ça, le nombre de femmes qui partaient au moment de leur maternité a chuté de 50%. Donc, ils ont gardé 50% de plus de femmes en faisant ça. C'est bien. Il a fallu qu'ils le mesurent. Il a fallu qu'ils le mesurent pour se rendre compte qu'en fait, c'est bien de donner de la liberté aux gens qui puissent avoir une vie privée. Ouais, surtout, le congé maternité, c'est pour s'occuper de ses enfants quand ils sont tout petits. Bien sûr, voilà. Et bien sûr. aussi, ils ont fait des congés de paternité en même temps. Et ils sont aperçus, et je crois que, par contre, je ne sais plus dans quelle étude c'était, ça a été prouvé qu'il faut imposer... là, un des conseils, j'avais trouvé une fille qui a fait un guide, d'ailleurs, je pourrais t'envoyer le lien, c'est le guide de comment soutenir les femmes dans la tech et augmenter leur nombre. Et c'est un énorme article d'une femme qui est dans la tech, qui l'a écrit, et elle a, sans solution, justement. C'est vachement bien. J'ai pris ces idées de son article. Ok. Elle dit qu'il faudrait que les sociétés qui font des congés maternité imposent un congé paternité pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche. Moi, que quand un homme est père, c'est qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il prenne son congé. Oui, ok. Voilà. Moi, j'aurais adoré quand j'ai eu mon petit avoir un congé paternité plus long. Hein. Ouais, j'aurais beaucoup aimé. Ouais, donc que ça soit carrément comme ça, il n'y a pas de problème. Les recruteurs vont dire ah oui, mais si elle va être enceinte, elle va nanana. Et ça, ils ont marqué aussi. Ça, c'était un truc dans son article qu'il y avait quand même des problèmes. Et ça, en France, moi, j'ai des copines qui ont été enceintes. Elles ont subi de la discrimination quand elles sont tombées enceintes. Quand elles sont revenues,
Ouais. Elles n'avaient plus les mêmes responsabilités, on ne voulait plus leur donner les projets les plus intéressants. C'était un peu une mise au placard. Et j'ai lu dans cet article qu'aux États-Unis, elle avait des exemples où des témoignages de certaines femmes de la tech qui avaient été discriminées après leur retour de maternité, quoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi des choses... Bon, voilà. Est-ce qu'on arrive à avoir une vision sur qui sont les bons et les mauvais élèves dans la tech, dans ces géants du web? Tu vois, par exemple, tu parles des GAFAM. Ce que fait Google, c'est drôlement bien. Est-ce que tout le monde leur emboîte un peu le pas là-dessus, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un côté un peu plus, je dirais, archaïque Il me semble qu'il y a eu un gros réveil. Justement, j'en avais parlé, je crois que ça c'était quand. C'est quand ils avaient officiellement donné leurs chiffres publics, genre, c'était, je crois, en 2016. Non, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en ai parlé en 2013. Non, 2012, vers 2012-2013. D'accord. Ils ont des profils de leurs employés. Et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de femmes, pratiquement. Qu'il y avait une majorité d'hommes blancs et d'hommes asiatiques parmi leurs équipes d'ingénieurs. Je crois que Google l'a fait, Facebook l'a fait, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Amazon l'a fait aussi, au même moment. Et là, il y a eu un gros choc, un gros réveil. Et là, il y a eu beaucoup de focalisation des médias qui avaient créé leur page, leur hub diversité, genre USA Today, ils avaient carrément créé diversité dans la tech, et ils avaient la couverture média qu'ils faisaient sur les problématiques de genre et de race aussi, de la diversité, le manque de diversité dans l'industrie de la technologie. D'accord. Et donc depuis ce temps-là, parce que en fait, je crois, Google menait la charge, il y avait eu Facebook aussi. Je suis pas sûre pour Apple, Amazon après. Il y avait Intel dont tu as aussi, parce qu'Intel a créé un fonds spécifique de, je crois, 120 millions ou 150 millions, je ne suis pas sûre, dédié à la diversité. C'est-à-dire qu'ils ne fondent, dans ce fonds, ils ne fondent que des équipes dont un des fondateurs est soit une femme, soit un membre des minorités aux États-Unis. Il y a African American, Hispanic qui en font partie. D'accord. Eh bien, c'est un sujet vaste et complexe. Voilà. C'est un sujet passionnant de pouvoir se rendre compte, faire une photo, je dirais, à un instant T d'où on en est, d'avoir un peu cette vision avec un peu de recul. Je te remercie beaucoup, Eliane, parce que je trouve vraiment le sujet extrêmement passionnant. Et j'espère que l'avenir sera radieux pour les femmes dans la tech et dans tous les métiers en règle générale. Mais on voit qu'il y a quand même du taf, hein. On va pas se mentir. Oui, voilà, mais il ne faut pas non plus être trop pessimiste, je trouve. Faut travailler. Moi, à mon petit niveau, à chaque fois que je peux parler, quand on m'invite à parler, je parle. Et donc, et je trouve ça vraiment très, très sympathique et très intéressant que toi, qui es un homme, tu consacres une émission, un podcast sur ce sujet, parce qu'on a absolument besoin que les hommes comprennent le sujet, et aussi de le traiter d'une façon qu'ils ne se sentent pas attaqués ou mise en cause, en fait, parce que c'est complètement contre-productif. Et bien sûr, tout le monde a sa place de toute façon. Oui, c'est complètement contre-productif. Il faut juste reconnaître qu'il y a quand même un souci, et il faut essayer d'aller chercher quelles sont les causes. Comme moi, je vois, là, quand je suis pas sûre des causes, je dis, en fait, je sais pas trop, quoi. Parce que ça demande des études, ça demande de les prouver avec scientifiquement et autres, quoi. Bien sûr. Mais moi aussi, je suis un homme qui a été élevé qu'avec des femmes. Donc comme ça, la question de la femme, j'en ai beaucoup entendu parler, et je trouve ça très intéressant. Et c'est normal. Je te remercie beaucoup, Eliane. C'était un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Je te dis à très bientôt. C'est que nous, on a l'occasion de se croiser sur des événements internationaux. Et j'espère très bientôt, avec la fin de la pandémie, pour bientôt. Je croise les doigts, bien évidemment. Prends soin de toi. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de Fréquence Go. On se retrouve bientôt, bien évidemment, pour continuer à parler de tech, que ce soit sur YouTube, que ce soit ici sur le podcast, sur TikTok, Instagram. Je suis un peu partout, donc profitez-en, venez me rejoindre. Je vous embrasse. Merci, Eliane, à bientôt. À bientôt. À bientôt, salut, au revoir, ciao. C'est bon, tu t'es abonné ?